Bon, bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à ce nouveau point d'info organisé par l'Association des maires de France dans le cadre de son 107e congrès, autour d'un thème qui n'est pas nouveau pour les élus locaux, mais dont l'AMF a souhaité se saisir aujourd'hui, celui du bien-être animal. Alors je me présente, je suis Eddy Haït, donc maire de Carrière-sous-Poissy dans les Yvelines, et je suis depuis février donc 2024 maire référent pour l'AMF au bien-être animal. Et donc, il m'a été demandé, dans un premier temps, d'assurer, de février 2024 à février 2025, un certain nombre de représentations au nom du président dans différentes instances où l'AMF avait une expression à formuler, un avis à émettre. Et en février 2025, le président Lisnard a souhaité qu'on puisse, à l'occasion de ce congrès, acter une démarche plus forte à travers un guide et sa rédaction. Et donc, de février 2025 à la date d'aujourd'hui, au 18 novembre, a été réalisé par les équipes de l'AMF en lien avec un certain nombre de maires adhérents, puisque ce guide se nourrit aussi des initiatives locales. Ce document qui vous a été donné à l'entrée, si je ne me trompe pas, et qui est une première étape, qui est une première pierre à une réflexion plus large sur la question du bien-être animal. J'aurai l'occasion de le présenter tout à l'heure, d'en rappeler l'esprit et ce qui a guidé à ces réalisations. Après, un premier témoignage qui est celui de Tiffany Boyer, qui est chargée d'études concernant les... Ah oui, le petit truc là. Pardon. Chargé concernant les animaux de compagnie, les animaux de loisirs et les animaux utilisés à des fins scientifiques au ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Souveraineté alimentaire. Et après le rappel de ce guide, nous aurons le témoignage de Sylvie Vieux, qui est adjointe à la commune de Pessac, une ville très dynamique. Et je remercie Sylvie de sa présence à nos côtés, puisque ce guide, il se nourrit d'une expertise, d'un cadre juridique réactualisé. Et donc c'est l'objet du témoignage de Tiffany Boyer. Et ensuite aussi du relais des initiatives locales et de la formalisation des démarches entreprises par les élus locaux, car les maires sont très nombreux à prendre des initiatives en faveur du bien-être animal dans le territoire dont ils ont la charge. Voilà, c'est un peu ainsi qu'on voit le déroulé de ce point info. Et à l'issue, évidemment, un temps de questions-réponses, d'échanges avec la salle, de partage de témoignages, évidemment. Je voudrais vraiment remercier les services de l'AMF aussi, qui, dans un temps très court, ont réalisé un guide de qualité, et comme je disais, qui est une première étape. Donc il est en même temps beaucoup et en même temps pas assez. Mais il est surtout ce qu'il est déjà aujourd'hui, donc ce statut d'une première pierre pour une réflexion plus large. Donc je passe tout de suite la parole à Tiffany Boyer, donc du ministère de l'Agriculture, de l'agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire. Voilà. C'est toujours les mêmes titres, ça n'a pas changé encore. Si, ça a changé, ça ne fait que changer. Donc merci beaucoup. Alors moi je vais vous parler, peut-être si ça veut bien fonctionner, voilà. Monsieur Haït m'a présenté, je travaille plus précisément au bureau du bien-être animal à la direction générale de l'alimentation, donc au ministère chargé de l'agriculture. Et donc je vais vous parler aujourd'hui, en introduction, de la réglementation. Si ça veut bien. Si vous ne voyez pas bien sur les écrans, vous pouvez vous rapprocher autant. Il y a plein de place autour des écrans. Ah, voilà. Donc tout d'abord, en introduction un petit peu pour vous repréciser l'importance de ce sujet. Donc il faut savoir que tous les ans, il y a un baromètre fait par la FACO et Odoxa qui essaye un petit peu d'estimer le nombre d'animaux de compagnie qu'il y a en France. Donc aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 80 millions d'animaux de compagnie en France. Donc la majorité sont des poissons, mais ils sont suivis de très près ensuite par les chats, qu'on estime à quasiment 17 millions, et les chiens qui sont quasiment 10 millions, avec environ un Français sur deux qui aurait au moins un chien ou un chat dans son foyer. Donc c'est un nombre assez important. Et donc quand on met ces chiffres en relation avec les données du fichier national de l'identification des chiens, chats et furets, on voit bientôt, c'est un petit peu lent, je suis vraiment désolée. Voilà, on voit, donc je vous ai remis, c'est un petit peu petit sur les écrans, là où vous avez les petits chats et les chiens, c'est l'évolution donc, du baromètre FACO-Odoxa au fil des ans, donc depuis 2020 jusqu'à 2024. Et quand on compare avec les données ICAD, donc, qui sont juste en dessous, donc je vais vous les lire parce que c'est un petit peu petit, on constate que quasiment 100% des chiens sont identifiés, tandis que seulement un chat sur deux est identifié.
On constate quand même qu'au fil des ans, il y a une augmentation du nombre d'identifications. C'est un sujet qui est de plus en plus pris en compte, par chacun. Et du coup, les animaux sont malgré tout de plus en plus identifiés. Et donc tout ça s'inscrit donc dans un cadre assez global, assez large, d'une évolution de la relation entre les humains et les animaux, avec une demande de la société civile de mieux prendre en compte le bien-être des animaux, ce qui se traduit finalement par une évolution du dispositif réglementaire, dont l'un des derniers, c'était la loi du 30 novembre 2021, donc qui vise à renforcer, à lutter d'abord contre les maltraitances animales, bien sûr, et à renforcer le lien entre les humains et les animaux. Et donc cette loi, elle a notamment prévu des nouvelles obligations sur les chiens et les chats errants, et un renforcement de la communication, de la sensibilisation vis-à-vis de ces espèces, entre autres. Donc plus précisément, j'aimerais vous parler de la gestion des chiens et des chats errants et divagants. Voilà. Donc en fait, le code rural prévoit qu'il est interdit de laisser divaguer un chien ou un chat, et plus globalement d'autres animaux, enfin l'ensemble des animaux qui seraient détenus par un être humain. Et du coup, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui se passe si finalement le propriétaire d'un chien ou d'un chat laisse quand même divaguer son animal. Donc avant de répondre à cette question, pour bien comprendre le sujet, je vous ai remis les définitions qui sont dans le code rural. Alors vous inquiétez pas, je vais vous les dire en résumé. Donc globalement, un chien qui est considéré comme errant ou en état de divagation, le code rural ne fait pas de différence entre les deux. C'est un chien qui n'est plus sous la surveillance de son gardien. Tandis qu'un chat, pour les chats, c'est un petit peu plus compliqué. Globalement, un chat qui n'est pas identifié, qui n'a pas de propriétaire connu et qui est sur la voie publique, c'est un chat errant. Mais un chat qui serait identifié peut aussi être errant, donc s'il est à une certaine distance de son domicile, donc le code rural il dit 1 km, voilà. Et pour les chats non identifiés, le code rural dit également qu'ils sont considérés comme étant errants s'ils sont éloignés à plus de 200 mètres des habitations. Bon, c'est des définitions très carrées, strictes, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un chat qui n'est pas identifié ni sous la surveillance d'un être humain est considéré comme errant. Voilà. Et donc pour revenir à la petite question précédente, que se passe-t-il si jamais un propriétaire laisse quand même son chien ou son chat divaguer malgré l'interdiction ? Donc là, c'est les maires qui ont des pouvoirs qui sont donnés d'une part par le Code général des collectivités territoriales, où là, c'est des pouvoirs de police générale qui prévoient que donc la police municipale doit assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité, la salubrité publique, et notamment, donc je vous lis la référence, le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces. Bon, c'est une formulation un petit peu alambiquée, mais qui est retraduite également dans le code rural, qui prévoit donc un pouvoir de police spécial du maire qui doit prendre toutes les dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ce qui lui donne donc divers pouvoirs, comme par exemple prendre des arrêtés municipaux pour interdire bien sûr la divagation des chiens et des chats, mais aussi pour enjoindre chacun à tenir en laisse son chien sur la voie publique, et aussi pour avertir que tout chien ou chat qui serait récupéré divagant sur la voie publique pourra être capturé et placé en fourrière. Bien sûr, tout ça, ça s'inscrit dans un certain cadre avec des modalités d'intervention précises, et donc notamment un affichage permanent en mairie qui doit être mis en place, qui donne toutes les informations sur ces modalités d'intervention pour la capture et la prise en charge des chiens et des chats. Bon, là, je vous ai mis quelques informations, je vois que ça apparaît très petit. C'est des informations sur les coordonnées des services compétents pour cette capture-là, les jours d'ouverture, les jours et heures d'ouverture de la fourrière, etc. Et donc, plus précisément, je vais vous parler désormais des fourrières. Donc, tout d'abord, je vais vous les définir, puisque il ne faut pas confondre les fourrières avec les refuges. On va le voir un petit peu après, les deux peuvent parfois être confondus entre guillemets, mais ce sont bien deux structures différentes. Donc les refuges, ce sont des établissements à but non lucratif qui sont gérés par des associations ou fondations de protection animale, tandis que les fourrières, ce sont bien des structures communales qui prennent en charge les chiens et les chats et les gardent pendant une certaine durée qu'on va revoir juste après, et qui a l'obligation de d'essayer de retrouver finalement les propriétaires des animaux qui sont
qui sont saisis sur la voie publique et mis en fourrière. Donc après paiement des frais de garde, qui peuvent être rendus au propriétaire, après paiement des frais de garde, voire paiement de l'identification si l'animal qui avait été saisi sur la voie publique n'était pas identifié, puisque c'est une obligation réglementaire. Voilà, donc les fourrières, donc c'est une obligation pour les communes, donc dans le code rural, d'avoir une fourrière. Donc un service de fourrière, et donc ce service de fourrière, il peut être géré selon 3 modalités différentes en général. Donc soit en régie directe, donc ça veut dire que la commune dispose de son propre service communal de fourrière, ou soit par une délégation de service public, donc à une structure privée ou à une association de protection animale, ça c'est au choix, et c'est là que peuvent intervenir les refuges et que du coup les fourrières peuvent être confondues avec les refuges. Voilà. Il faut savoir que il est possible pour les communes de mutualiser ce service de fourrière, c'est-à-dire que ce n'est pas une commune égale une fourrière, mais il est possible d'avoir plusieurs communes sur un service de fourrière qui est partagé, tant que les capacités d'accueil sont adaptées finalement à l'ensemble des communes qui se greffent sur ce service de fourrière. Voilà. Et bien sûr, quelle que soit la modalité de gestion, la fourrière doit respecter les exigences réglementaires qui lui sont données. Voilà, donc là, je vous ai mis un petit tableau qui donne en gros des points forts pour chacune de ces 3 modalités de gestion. Donc globalement, une régie directe du service de fourrière, ça va permettre à la commune de mettre en avant sa politique de gestion de l'animal en ville, créer de l'emploi et du lien social, etc. Une délégation de service public à une société privée, ça va permettre de aussi professionnaliser les procédures, puisque ce ne seront pas nécessairement des agents municipaux qui seront présents, mais des employés spécifiques pour ces tâches-là. Et les délégations à une association de protection animale, ça permet aussi de donner une meilleure image également à la population, etc. Et ça permet de prendre en compte les attentes locales aussi, peut-être un petit peu mieux. Voilà. Donc là, je vous ai fait un petit schéma récapitulatif du trajet finalement d'un chien ou d'un chat qui serait saisi, trouvé sur la voie publique. Donc il est admis en fourrière. Et ensuite, donc, il y a 8 jours ouvrés en métropole et 4 dans les départements et régions d'outre-mer pour laisser le temps finalement à la fourrière de retrouver le propriétaire du chien ou du chat. Donc soit dans ce délai, le propriétaire est retrouvé, l'animal est rendu après paiement des frais de garde, voire paiement des frais d'identification. Et donc dans ce cas-là, tout va bien. Soit la fourrière ne retrouve pas le propriétaire de l'animal, et dans ce cas-là, il y a 2 possibilités. Soit l'animal est mal en point ou ne peut pas être mis à l'adoption, et dans ce cas-là, après avis d'un vétérinaire, il peut être euthanasié par un vétérinaire. Soit il n'y a pas de souci. Dans ce cas-là, l'animal peut être cédé à un refuge ou une association sans refuge pour être mis à l'adoption ensuite. Voilà. Donc là, je vous ai récapitulé. Donc ça, c'est globalement une autre forme de récapitulation de ce trajet-là. Et sinon, concrètement, du coup, pour choisir sa fourrière, finalement, je vous ai mis des petits points de repère qui vont peut-être arriver. Voilà. Donc des petits points de repère pour déterminer la capacité d'accueil d'une fourrière. Donc il y a plusieurs éléments qui sont à prendre en compte. Il faut déjà connaître, ça dépend bien sûr du nombre d'habitants de la commune, et il faut également avoir une idée un petit peu aussi des années précédentes du nombre d'animaux qui ont déjà été pris en charge pour un petit peu avoir une idée des capacités nécessaires, du temps de séjour. Et puis aussi prendre en compte la saisonnalité des entrées. Par exemple, en été, il y a plus de chats les chats se reproduisent, il y a plus de chats errants à prendre qui sont sur la voie publique, etc., et qui peuvent être pris en charge. Donc globalement, en moyenne, on estime que pour 250 habitants, il faut compter à peu près un animal perdu. Et en termes de temps de séjour des animaux, pour l'estimation, donc il y a le temps minimum, le délai minimum qui est de 8 jours ouvrés. Et puis après, pour le temps maximum, ça va vraiment dépendre des politiques de gestion du devenir des animaux par la fourrière. Voilà. Sur le coût des prestations liées au service de fourrière, donc ça va varier en fonction du mode de gestion dont on a parlé tout à l'heure. Et en général, il est fixé au nombre d'habitants. Je vous ai mis juste après un petit tableau qui fixe des estimations. Voilà. Donc, qui fixe des estimations. Donc, en fonction du mode de gestion,
Donc c'est des estimations assez larges, mais par exemple pour une commune de moins de 500 habitants, il a été estimé que le coût annuel pour une délégation de services publics à une société privée, ce serait à peu près dans les 400 € par an. Pour une délégation à une association de protection animale, voilà, là ça va plutôt être à l'acte, donc hébergement, soins, recherche du propriétaire, à peu près 70 centimes par habitant par an, capture 20 centimes, etc. Donc ça, ce sont des estimations assez larges. Voilà. Et donc, toutes ces informations-là, elles sont disponibles dans un document que le ministère met à disposition sur son site internet. Donc, c'est toutes les informations réglementaires sur la gestion des animaux errants, des chiens et des chats errants. Ah, pardon, c'est pas le bon. Voilà, donc ça, c'est disponible sur le site du ministère. Vous avez aussi des modèles d'arrêtés municipaux ou de conventions dans le cadre de cette gestion-là. Je voulais ensuite vous présenter un dispositif plus particulier pour la gestion des chats errants, qu'on appelle le dispositif Chat Libre, qui est un peu une alternative à la fourrière et qui est une possibilité donnée par le code rural au maire. Donc ce n'est pas une obligation, c'est une possibilité. Voilà. Et donc du coup, donc ce dispositif, donc là je vous ai mis la référence réglementaire. Je suis vraiment désolée parce que ça fonctionne pas très bien et du coup c'est pas très pratique. Voilà, donc là je vous ai mis la référence réglementaire et là je vous ai présenté vraiment la méthode de ce dispositif Chat Libre. Donc ça consiste donc soit sur la demande d'une association de protection animale, soit à l'initiative directement du maire, mais c'est toujours en lien avec le maire, de capturer donc des chats qui sont trouvés errants sur la voie publique, de les faire stériliser et identifier par un vétérinaire, puis de les relâcher là où ils ont été trouvés errants. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le dispositif communément, le dispositif Chat Libre. Ça s'appelle pas comme ça dans la réglementation, mais on l'appelle comme ça communément. Et donc c'est des chats qui finalement ont été stérilisés et identifiés, qui sont suivis ensuite par la commune en lien avec l'association ou directement par l'association de protection animale. Voilà. Et donc l'intérêt de ce dispositif, finalement, les avantages qui sont liés, c'est d'avoir finalement une population de chats errants qui est toujours présente, ce qui évite du coup une recolonisation du territoire par d'autres chats errants, mais ces chats sont stérilisés et du coup ils ne prolifèrent pas. Donc il y a toujours des chats errants sur le territoire, mais aucun nouveau chat ne vient se rajouter puisque ils sont là. Voilà, ils occupent le territoire et donc les ressources. Voilà, donc tous les avantages. Donc ça va être la diminution du risque de recolonisation du territoire. Ça permet aussi un engagement pour le bien-être animal. Ces chats doivent ensuite être gérés, suivis, notamment sur le plan sanitaire. Donc bien sûr, ça améliore l'état sanitaire des chats. Un chat qui est stérilisé se bagarre moins, etc. Ça va réduire les nuisances sonores et olfactives. Pareil, un chat stérilisé, il fait moins de bruit, il se bat pas, etc. Et donc, de fait, ça améliore l'hygiène et la tranquillité publique. Voilà, et ça permet une meilleure maîtrise sanitaire et l'hygiène publique et une diminution aussi de la prédation de la petite faune, puisqu'un chat stérilisé aura moins d'activité et chassera moins qu'un chat qui n'est pas stérilisé. Voilà, donc il y a aussi un impact sur la biodiversité. Et pour finir, je voulais vous présenter quelques outils et partenaires mobilisables dans le cadre de ces gestions de chiens et chats errants. Donc, tout d'abord, je voulais vous reparler d'une obligation faite par la loi du 30 novembre 2021 dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est que les mairies et les établissements vétérinaires doivent mettre en place une signalisation apparente pour présenter les intérêts de la stérilisation des animaux. Voilà, donc c'est un affichage permanent. Et le fichier national d'identification des carnivores domestiques, donc ICAD, met à disposition des communes des affiches gratuitement qui peuvent être soit commandées en ligne ou récupérées en format papier, enfin commandées par voie postale en format papier et qui répondent à ces obligations-là. Donc il ne faut pas hésiter aussi à aller voir sur leur site internet et on en distribue aussi pendant le salon du maire, donc n'hésitez pas à venir sur notre stand. Je vais vous présenter juste après où est-ce qu'on sera pendant toute la semaine. Je voulais vous parler aussi d'une expérimentation qui a pu avoir lieu en 2024 et qui est toujours en cours, donc qui a été permis par la loi de finances 2024, qui a prévu 3 millions d'euros pour aider les communes à gérer les chats errants, donc la stérilisation des chats errants. Et donc, il y a eu un appel à projet avec 164 communes lauréates qui ont pu être financées pour ça. Là, on est en attente des résultats qui devraient finir d'arriver en 2026. Et l'objectif, du coup, c'est de rédiger un rapport au Parlement pour essayer de pérenniser cette ligne budgétaire.
Voilà, donc ça, c'est un outil un peu ponctuel qui a été permis en 2024, qui malheureusement n'a pas été renouvelé dans les lois de finances suivantes pour l'instant. Donc voilà, donc on est en attente de voir ce qui peut ressortir par la suite. Et enfin, sur les acteurs mobilisables, voilà, donc vous avez bien sûr, donc on en a parlé, les associations de protection animale qui peuvent vous appuyer de diverses façons, les vétérinaires qui peuvent aussi prévoir des tarifs préférentiels dans le cadre de la stérilisation des animaux errants pour les communes. Ensuite, sur les sujets de maltraitance animale, j'en ai pas parlé précisément, mais vous avez aussi des appuis que vous pouvez trouver auprès des directions départementales de protection des populations, donc qui elles, vont plutôt intervenir chez les professionnels. Et sinon, pour des cas de maltraitance animale chez des particuliers, vous pouvez aussi faire appel aux forces de l'ordre. Et je voulais aussi enfin vous parler d'une association de vétérinaires, donc l'association Vétérinaires pour tous, qui est une association qui permet de financer pour les personnes les plus démunies les soins et la stérilisation de leurs animaux. Voilà, et donc c'est une association que vous pouvez aussi contacter en tant que maire pour voir comment travailler en lien avec eux pour les plus démunis qui sont présents sur vos communes. Voilà, et donc juste pour terminer, donc je vous disais, nous on est disponible au pavillon 4, au stand G144. Donc si vous avez des questions ou vous voulez approfondir un sujet sur cette thématique, n'hésitez pas à passer nous voir. Mes collègues et moi serons là tout au long du salon. Voilà, et du coup je vais rendre la main à Monsieur Haït. Merci pour ce rappel et cette expertise qui a permis aussi de nourrir le guide des règles et bonnes pratiques municipales. Donc un guide, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui a été décidé dans la volonté de le mettre en place en février 2025, à la suite d'un point avec le président Lisnard, partant du principe que la place de l'animal en ville était devenue un véritable enjeu et qu'il fallait que l'AMF puisse proposer tout d'abord une documentation et ensuite un espace de remontée des initiatives locales des élus et des collectivités adhérentes. Un constat fort également est celui que... Alors effectivement, c'est un peu... pas du tout. C'est tout cassé le ministère encore, non ? Non, 89%, voilà ce que je disais, des Français jugent que la cause animale est aujourd'hui importante et devient une priorité de politique publique. On évoquait tout à l'heure Vétérinaires pour tous, pour rebondir dessus. Aujourd'hui, et c'est une discussion que j'ai eue avec le président de l'Union nationale des CCAS, beaucoup de CCAS sont aussi mobilisés aujourd'hui pour porter des politiques publiques sur la question du bien-être animal, notamment à travers des conventions avec Vétérinaires pour tous, mais aussi la prise en charge d'un certain nombre de soins, ou dans les collectes alimentaires maintenant, où quand vous accompagnez les personnes en situation de vulnérabilité, on ajoute aussi désormais de quoi nourrir l'animal de compagnie, qui est parfois le seul objet de sociabilisation d'une personne la plus éloignée. Donc cette cause animale jugée importante, la place de l'animal devenue un véritable enjeu, il y avait une nécessité à agir autrement sur la question animale et de mieux valoriser ce que portent aujourd'hui les communes, avec cette idée que l'AMF, de par son objet, agit pour des territoires qui sont plus durables, plus humains et plus solidaires. Donc le bien-être animal devait être repositionné et trouver un espace aujourd'hui plus large. On partait du constat également que les élections municipales de 2020... Ok, alors, pardon. Un peu plus, c'est la remise des arrobases là, des villes internet. Ça en est bon là. Voilà. Les élections municipales de 2020 avaient été aussi un révélateur de la prise de conscience des candidats. Il y avait eu de nombreuses chartes, de nombreux appels à signer et de nombreux engagements de maires, quelles que soient d'ailleurs les orientations ou les engagements militants, qui posaient la question du bien-être animal comme étant un objet de politique publique. Et de nombreuses communes ont également édité leur guide de l'animal en ville, certains allant largement plus loin que l'AMF, puisque l'AMF est une association pluraliste, donc il ne revient pas de prendre position sur tel ou tel choix de société, mais de rappeler le cadre réglementaire et de valoriser les initiatives locales des élus.
Et donc l'AMF qui a fait le choix de s'emparer de ce sujet, participer également en amont à l'élaboration de la loi du 30 novembre 2021 qui visait à lutter contre la maltraitance animale, mais aussi à conforter le lien entre les animaux et les hommes, et participer aussi, et participe toujours, à l'Observatoire des carnivores domestiques. Et donc, c'est dans cette continuité-là qu'il y a eu la nomination de ce maire référent au bien-être animal que je suis depuis février 2024. Donc ce guide a été décidé en février 25, comme j'expliquais tout à l'heure, présenté aujourd'hui le 18 novembre. Il est une base de travail, mais il apporte de la clarté sur les compétences du maire, avec le cadre juridique bien sûr actualisé, appuyé sur des expertises. C'est pour ça que je remercie encore la représentante du ministère de l'Agriculture, puisqu'on travaille en étroite collaboration pour défendre la notion du bien-être animal. Un guide qui vise à répondre aussi à des premières questions d'élus qui peuvent rencontrer au quotidien, sur parfois aussi les inégalités de moyens à mettre en œuvre. Tout le monde ne peut pas mener une politique du bien-être animal comme il le souhaiterait, parce qu'on n'a pas le personnel, on n'a pas les budgets, mais néanmoins, on a quand même des réponses à apporter. Et donc, quelle que soit la taille de la commune, du territoire, de l'intercommunalité, ce guide est une première réponse. Et puis, il y avait la volonté de partager les expériences concluantes sur le terrain pour mieux accompagner et mettre en avant la réalité des initiatives des maires qui constituent de véritables ressources qui sont pratiques et accessibles aujourd'hui pour aider l'ensemble des équipes municipales en recherche, évidemment, d'idées ou de projets, mais aussi pour accompagner les agents publics qui peuvent parfois être un peu isolés dans cette mission-là, mais aussi en demande d'échange et de partage d'expérience. Donc cette première étape, elle est pour nous évidemment une réussite parce que déjà elle existe. On partait non pas de très loin, mais on partait d'un certain vide qu'il fallait combler. Et donc pour tout ça, je voudrais redire encore une fois ma sincère reconnaissance aux équipes de l'AMF, parce que la commande est arrivée un peu tardivement, mais il y avait la volonté du président très claire qu'on puisse livrer ce guide dans les temps. Et un guide, je le disais, au service de l'expression des initiatives locales, des élus, et du soutien que nous pouvons apporter aux différentes associations et parties prenantes qui nous accompagnent. Donc j'aimerais passer, où est-ce qu'il est, hop, la parole à ma collègue, si ça va marcher ou pas. Parce que ça marche. Voilà, non, toujours pas. Voilà. À Sylvie Vieux, donc, qui est adjointe au respect du vivant, à la cause animale, à l'alimentation durable et à l'agriculture en ville de la commune de Pessac, dans le 33. Remercier, parce que la ville de Pessac figure en 6e position au classement des villes amies des animaux L214. C'est une ville qui va être prochainement récompensée aussi par l'association des écomères pour son engagement pour le bien-être animal. Lui renouveler tous mes encouragements, lui dire que son témoignage il nous est précieux, et qu'on est très heureux qu'elle puisse présenter ici son plan et la méthodologie de travail qui est mise en place dans la ville de Pessac, qui fait un peu plus de 68 000 habitants, et avec une méthode qui peut se dupliquer. Et je pense notamment sur l'animation du comité des parties prenantes, qui peut permettre vraiment de mieux cerner les objets et d'apporter les premières réponses aux questions qui sont posées. Donc merci Sylvie, et je vous laisse la parole. Merci beaucoup. D'abord, merci pour l'invitation. Et merci pour ce guide que nous réclamions haut et fort. Nous avions rencontré des sénateurs et l'AMF l'a fait. Donc je vais essayer d'être rapide parce que je suis très bavarde. Donc, alors, voilà. Donc, bon, c'est... Ah, voilà. Donc... ce dont je voulais vous parler, bon, on a vu pourquoi, le comment et le rappel de la réglementation. Nous, quand donc, je suis arrivée, j'étais au départ donc, conseillère municipale et je suis devenue adjointe au maire parce qu'il a voulu m'aider à pouvoir monter en puissance au niveau de l'action que je menais. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'était, puisque j'étais anciennement directrice d'école, c'est vraiment de travailler, avoir une pédagogie d'objectifs et de montrer ce plan d'action cause animale avec vraiment des objectifs et ensuite trouver pour atteindre ces objectifs les actions nécessaires.
Donc nous avons sillonné pendant plus d'un mois la Gironde et particulièrement Pessac et rencontré les partenaires, tous les acteurs de la cause animale, du bien-être animal, que ce soit des partis politiques, partis animalistes, que ce soit L214, la LPO et d'autres, mais aussi ceux qui, chiens guides d'aveugles, sur les handichiens ou autres, des éducateurs canins, des chercheurs de l'université de Bordeaux. Voilà, nous avons vraiment rencontré tous ces acteurs et nous avons compris la nécessité de monter ensemble une espèce de cellule de réflexion. Donc c'était un comité partenarial que nous avons, donc on les a rencontrés tous individuellement. On a sorti les demandes et ensuite c'est avec eux et c'est eux qui ont choisi la manière dont qui ont choisi les objectifs, les priorités, les besoins. Et donc nous avons classé cela. Si ça veut bien venir, ça fait rien. Notre plan, voilà, là, ça c'est la méthode engagée. Et ensuite, voilà. Donc nous avons donc co-construit. Alors les acteurs, ils étaient très différents, ce que je vous ai dit. Et nous avons ensuite vu avec eux donc 4 domaines. Donc c'était sensibiliser au respect et au bien-être des animaux, agir pour une meilleure cohabitation homme-animal en ville. En 3e position, s'engager en faveur du bien-être animal. Et ensuite informer et communiquer sur le bien-être animal. Donc vraiment, nous avons essayer de dégager donc ces 4 axes et donc nous avons ensemble réfléchi au pourquoi du comment. Donc c'est allé loin, c'est-à-dire que par exemple nous avons vu qu'il y avait un énorme besoin pour les Pessacais, un énorme besoin de connaissances pour mieux vivre, mieux cohabiter avec les animaux, parce qu'à Pessac, en plus, nous avons tout ce qui est, bien sûr, animaux domestiques et autres, mais aussi nous avons des animaux sauvages. Nous sommes une commune très étendue, avec des bois, avec des forêts. Donc nous avons cette cohabitation. Et donc nous avions besoin, pour changer finalement changer notre façon d'agir, nous avions besoin de travailler à développer la connaissance. Donc la connaissance auprès des jeunes. Tous les enfants ont eu au sein de leur accueil périscolaire des refuges LPO, une formation auprès des animateurs, une formation bien sûr auprès des enfants, un travail qui a été fait au sein de nos conseils municipaux pour les enfants. Et puis, nous avons aussi travaillé et créé une formation avec le CNFPT sur l'écologie et aussi le bien-être animal. Et tout ça a été une formation obligatoire pour nos 1000 agents. Donc, nous avons vraiment eu cette volonté d'agir jusqu'à aller maintenant au niveau de l'enfance handicapée et développer des choses avec ces populations. Aussi aller avec les personnes qui sont dans la rue et aussi avec les personnes les plus âgées. Voilà, donc comme vous, on se retrouve avec des personnes âgées qui ont besoin d'avoir leur animal avec eux le plus longtemps possible. Voilà. Donc c'est vraiment tout ce qu'on a pu faire. Et puis là, je vais faire un focus sur la prévention et la lutte contre la maltraitance des animaux domestiques. C'est vraiment une demande que nous avions de la part de nos concitoyens, un besoin, puisque finalement, les gens mettaient beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, alertaient la police qui ne savait pas forcément comment répondre. Voilà. Donc là, nous avons travaillé à mettre en place une équipe technique, donc avec Nelly Cos, qui est là-bas au fond et qui fait défiler voilà, avec lesquels je travaille et sans laquelle, je ne l'ai pas dit au début, mais ce qui a été le plus important, c'est d'avoir quelqu'un qui puisse travailler avec moi, qui a des compétences. Voilà, c'est
une collaboratrice donc de la ville de Pessac qui est ingénieure, qui a vraiment capacité qui a déjà monté plein de plans d'action et donc était vraiment en capacité intellectuelle de bien m'aider et de faire beaucoup. Voilà, donc nous avons donc mis une équipe, donc j'en fais partie. La référente technique, c'est Nelly. Et nous avions envie de travailler donc, avec et sur la police municipale, c'est-à-dire que nous avons eu un agent de la police municipale qui s'occupe particulièrement des problématiques liées aux animaux. Donc il a eu une formation spécifique, mais tous les autres, on a plus de 30 agents municipaux à Pessac, et ils ont tous reçu une formation pour savoir comment répondre au téléphone, parce que c'était ça le problème, c'est que les gens nous disaient mais ils s'en fichent, tout ça. Donc c'est vraiment ils sachent vers qui se tourner, quoi répondre, comment prendre les informations quand il y avait voilà et puis c'était un outil qui centralise donc ces signalements avec aussi donc un travail avec la SPA nationale, et le référent SPA, donc il y a la maison SPA Bordeaux, et il y a aussi le référent qui s'occupe, lui, de toutes les enquêtes pour le Grand Sud-Ouest. Et donc nous avons une cellule, nous nous réunissons, donc il y a une fois, on va dire les 5-6 semaines, nous nous réunissons, et là nous voyons les instructions en cours, donc ce qui a été fait par la police municipale, les enquêtes qui ont été menées, ce qui a été fait auprès des personnes. Et puis, on voit si on a résolu, on classe l'affaire, on voit s'il y a des choses à poursuivre. Ça peut aller aussi, bien sûr, jusqu'à demander à la préfecture ou autre, mais on sait que tout ça, c'est très long. Donc, on a mis au point des actions envers les personnes qui nous permettent d'agir vite. C'est-à-dire que dès qu'on a un signalement, alors on n'attend pas bien sûr cette instruction, hein, mais dès qu'on a un signalement au niveau de la police ou avec Nelly Coste à la direction de la transition écologique, on s'y rend, la police s'y rend, elle regarde. On a équipé toutes les voitures de police de lecteurs de puces. Voilà, donc, et ils ont maintenant le process, ils savent comment faire. Donc, dans certains cas, on va voir que c'est un problème qui est plus un problème de méconnaissance, problème sanitaire. Dernièrement, on a eu à régler un très lourd problème sanitaire. On se retrouve avec aussi des maltraitances, vous le savez, et puis on se rend compte qu'il y a des maltraitances intrafamiliales. Donc là, bien sûr, on procède à des signalements autres que la mise à l'abri du chien. Et puis, il y a tout un dialogue parfois qui doit s'engager auprès des personnes, parce que les personnes ne sont pas plus en capacité de s'occuper du chien. C'est-à-dire qu'elles ont laissé faire, se sont laissées dominer par l'animal. On sent qu'elles sont dépassées par l'animal. L'animal est visiblement maltraité, pas par cruauté forcément, mais parce qu'aussi il y a une difficulté psychique, psychiatrique, ou voilà, un abandon qui fait que le chien est vraiment pas bien. Et on accompagne les gens à nous céder l'animal, que l'on va mettre dans des familles d'accueil qui, après, vont pouvoir être mis à l'adoption. Enfin, il y a vraiment plein de manières d'intervenir. Mais ce qui est important, c'est vraiment ces investigations de terrain, ces enquêtes, le suivi des chiens. Donc, par exemple, là, vraiment, la police suit particulièrement tout ce qui est aussi chien mordeur. Donc, voir si les démarches qui devaient être faites au niveau de l'évaluation auprès des vétérinaires sont faites. On a un vétérinaire particulièrement avec lequel on travaille. Voilà, donc tout cela nous permet d'abord d'être connus et reconnus, parce que je le vois sur les réseaux sociaux, on dit appelez Madame Vieux. Voilà, donc ça veut dire que je suis identifiée, pas moi personnellement, mais je veux dire, nous sommes identifiés. Ensuite, et on a de plus en plus de signalements directs. Et il y a vraiment une confiance qui se fait par rapport à la police.
C'est-à-dire qu'on est plus dans la peur d'avoir dénoncé le voisin et puis qu'après on s'en prenne à nous. On est vraiment dans... Voilà. Et je pense que ça fait partie des choses qui ne coûtent pas forcément, des actions qui ne coûtent pas forcément énormément d'argent, mais c'est vraiment... voilà, toujours pareil au niveau de la méthodologie, le fait d'avoir des points, voilà, et qu'avec justement la SPA, et elle est demandeuse, hein, la SPA France, elle est vraiment demandeuse de ce genre de process parce que nous les aidons, nous nous rendons sur place, et ensuite on voit avec eux, et après on voit la suite à donner parfois. Et d'ailleurs, on a des fondations, la Fondation Brigitte Bardot ou d'autres, qui nous alertent aussi, qui nous demandent et qui demandent à la police municipale de les accompagner lors d'enquêtes aussi, et nous le faisons volontiers. Voilà pour ce qui concernait notre au niveau de voilà. Et après, bon ben, vous avez d'autres choses qui suivent, des slides, mais que vous pourrez retrouver sur notre voilà, sur la mairie. Nous avons un site dédié cause animale. Voilà, j'ai essayé d'être brève. Merci. Voilà. Non, c'est bon. Voilà, oui, non, mais merci. Voilà. Merci Sylvie de ce témoignage, de cette mise en lumière des initiatives prises par la ville de Pessac qui sont légitimement reconnues aujourd'hui, que ce soit par L214, les écomères ou autres élus qui vous contactent effectivement, parce que pendant très longtemps, vous étiez, et vous l'êtes encore, une ville un peu ressource où on peut aller chercher méthodologie, exemples concrets. Donc c'est le temps de l'échange, des questions. Donc je vais appeler nos deux intervenantes à me rejoindre du coup, puisqu'elles vont aussi participer aux réponses suite aux questions qui seraient les vôtres. Et donc la parole circule. Voilà, mademoiselle, madame d'ailleurs. Oui, bonjour. Je voulais revenir sur le dispositif Chat Libre. Tout à l'heure, vous avez indiqué qu'ils étaient remis sur site. Y a-t-il, et vous avez aussi parlé derrière qu'il y avait un suivi sanitaire. La question une, c'est par qui ? Et deuxièmement, y a-t-il une obligation, en fait, une fois que ces chats sont identifiés, en tout cas vous l'avez dit, au nom de la mairie ou au nom d'une association, pour permettre la survie de l'animal. En fait, la prise en charge de l'animal, ça veut dire le nourrissage peut-être. Voilà. Oui, merci pour cette question. Donc effectivement, réglementairement parlant, effectivement, le dispositif Chat Libre, c'est un dispositif que le maire peut mettre en place. Par contre, après les chats, il y a un suivi sanitaire effectivement qui doit être mis en place. Il n'y a pas d'obligation en soi inscrite telle quelle dans le code rural sur si l'animal est malade, il faut absolument l'emmener chez le vétérinaire et autres. Bon, je ne vais pas vous dire, c'est évidemment mieux. Après, ça dépend aussi des moyens de chacun. Et c'est là aussi que les associations de protection animale aussi peuvent intervenir et que l'idéal, en tout cas pour les communes qui ont le moins de moyens, c'est de mettre en place une convention en lien avec une association de protection animale qui, elle, pourra assurer pour la commune le suivi sanitaire des animaux. Et après, sur le nourrissage, effectivement, c'est une très bonne question aussi, merci, puisque normalement, vous savez peut-être que le nourrissage des animaux errants, donc chats, pigeons, rats, voilà, tout animal normalement est interdit par les règlements sanitaires départementaux, mais la loi du 30 novembre 2021 a prévu une exception pour ces chats errants qui vivent en groupe uniquement sur ces lieux où ils sont capturés et relâchés, et du coup le nourrissage est permis pour ces chats-là. Donc voilà, donc c'est dans un cadre très strict. On nourrit pas un chat errant, n'importe qui ne nourrit pas un chat errant comme il veut n'importe où, mais c'est possible. Et effectivement, là aussi, ça peut être plus simple, plus facile de faire appel à des associations de protection animale qui ont en général des bénévoles dédiés à ce type d'action et qui peuvent aider les communes justement. Vous avez aussi des mairies qui mettent en place les cartes maintenant de nourrisseurs bénévoles de chats libres, ce qui permet d'éviter d'être appelé à la mairie en disant madame avait empoisonné le chat du truc, non, elle a la carte, elle donne à manger, etc. etc. Donc, chose qui commence à bien fonctionner. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ? Vous allez, Sylvie, elle va répondre. Oui, c'était une question pour madame de Pessac. Voilà. Je voulais savoir si dans votre politique, il y avait un volet qui concernait la lutte contre les nuisibles.
Alors, on appelle plus ça des nuisibles. Ce sont des animaux susceptibles de causer des dégâts ou des liminaires. Voilà. Alors, quand je suis arrivée, il y avait effectivement des usages par rapport aux pigeons, par exemple, par rapport aux rats, par rapport aux sangliers, chevreuils ou autres, puisqu'on a tout ce volet-là. Alors, quand je suis arrivée, j'ai voulu, moi, comprendre et connaître, savoir la réalité des difficultés. En fait, je me suis rendu compte que les problèmes que nous avions, par exemple, avec les pigeons, c'était des problèmes de personnes qui nourrissaient des pigeons. Donc, dans tel quartier, il y avait une personne en particulier, je me rappelle de ça, c'était une des premières interventions que j'ai pu avoir. Et en fait, c'était le travail qui a été fait, le rappel de la réglementation par cette personne, un accompagnement, être un peu plus musclé avec la police municipale, tout ça, et on a résolu ce problème. Et en fait, on n'a plus de problème. Enfin, on a travaillé, par exemple, on a des vignes. Il y avait du tir aux pigeons au niveau des vignes, il y avait tout un tas de choses. Maintenant, il y a des gros ballons qui leur font peur, il y a tout un tas d'autres choses. On a réfléchi à autre chose et finalement, on n'est pas embêté plus que ça par voilà. Par exemple, les rats. Là aussi, une des premières choses, c'était déjà pourquoi il y a des rats. Donc là où il y avait des rats, par exemple en centre-ville, il y a un lycée, allez voir et rappeler que quand on mange dehors ou autre, ça attire les rats, donc c'était pas les empêcher de manger dehors, mais pas laisser des choses par terre, donc mettre plus de poubelles, avoir plus de nettoyage. Et puis on a fait les marchés zéro déchet, par exemple. Ça a beaucoup résolu. Là, on se rend compte qu'il y a eu des plantations. Il faut qu'on réfléchisse aussi aux plantations, parce qu'il y a des types de plantations qui attirent les rats. Vous voyez, c'est vraiment... ces questions-là, elles sont hyper intéressantes, ce que je disais tout à l'heure, intellectuellement, et aussi intéressantes parce qu'elles balayent vraiment, on n'est pas dans l'histoire du chien-chien, chat-chat, comme des fois on essaie de nous y cantonner, un peu mémère, quoi. On est vraiment dans une redéfinition, d'une reconstruction, de repenser la ville et nos actions. Enfin, je ne sais pas si j'ai répondu... Peut-être pour prolonger votre réponse très, très intéressante, moi je m'interrogeais sur le cas des frelons asiatiques et puis le cas du sanglier, comment vous le gérez, parce que ça aussi c'est un sujet d'inquiétude dans les collectivités. Donc nous avons un problème de sanglier, effectivement, puisque nous avons des abords de forêt et autres. Alors là c'est pareil, il y avait tous les temps pratiquement des autorisations préfectorales presque toute l'année pour des battues ou autres. Et après, c'était regardé, on a travaillé avec le lieutenant de louveterie pour savoir déjà à chaque fois combien d'animaux étaient tués. Est-ce que c'était lié aussi des fois à des pratiques des chasseurs qui appâtaient les animaux à un endroit ou autre. Donc on a essayé vraiment de prendre du recul par rapport à tout ça. Il ne s'agissait pas d'interdire toute battue, mais il s'agissait de voir si elles étaient nécessaires. Pour moi, elles sont nécessaires quand il y a la mise en danger de la vie d'autrui. Par exemple, près d'un centre équestre, quand il y a des enfants qui montent à cheval ou autre. Mais par contre, par rapport aux habitants, parce qu'ils n'ont pas clôturé leur domaine ou leur propriété et qui sont à l'orée de la forêt, il n'est pas question qu'on fasse des battues, quoi. C'est à eux aussi de faire ce qu'il faut. Voilà, on peut pas être... je suis trop lourd. Ah non, je le vois avec son œil. Voilà. Donc, et puis ensuite, nous avons travaillé, nous sommes mis en lien avec un chercheur, un professeur d'université à Bordeaux, qui a une chercheuse qui travaille avec lui et qui a travaillé sur le sanglier et les données. C'est-à-dire, en fait, on s'est rendu compte qu'en France, on n'a pas de données. On a le sentiment qu'il y a beaucoup de sangliers. On a le sentiment qu'il y a des problématiques, mais en fait, il y a très peu d'accidents. Très, très peu. Les accidents, c'est au moment de la chasse
que parfois il y a des accidents avec des sangliers qui foncent. Il y a des sangliers sur les routes, hein, mais je parle de sangliers qui fonceraient sur telle ou telle personne dans les jardins ou autres. Et donc il y a eu un recueil de données, il y a eu en Gironde, il y a eu tout un travail qui a été fait, voir aussi ce qui se passait ailleurs dans d'autres pays pour... il y a des expérimentations par rapport au fait de réduire au niveau des naissances. Voilà, il y a vraiment tout un travail de recherche. Nous, on a vraiment une position, on va dire, prudente. Voilà, on n'est pas... Et pour le frelon asiatique, je suis désolée, pour l'instant, on n'a pas de solution non létale. Voilà. Et c'est vraiment ce qui nous intéresse, c'est ça, c'est la recherche par rapport à des solutions. Après, le frelon asiatique, voilà. Du coup, sur le frelon asiatique, pour prolonger dans ce que vous dites, vous attendiez quoi en fait concrètement comme c'est quoi? Non, mais c'est pour savoir, est-ce que vous avez une idée? Ah ouais. Ah, le frelon asiatique, c'est quand même très invasif, ça porte atteinte à tous les ruchers. Enfin, on est sur quelque chose d'assez particulier. Bon voilà. En tout cas, je rejoins Sylvie sur le rat. Hein. Le rat, en théorie, en ville, il a rien à y faire. Hein. Il vient parce qu'il a à manger, il fait chaud. Donc ça rappelle le rapport qu'on a à la gestion de nos ordures ménagères et à la propreté et à l'hygiène sur la voie publique. Sur les pigeons, aujourd'hui, se développent maintenant des échanges plus forts entre associations et bailleurs sociaux, notamment, qui sont souvent confrontés à la prolifération de pigeons. Donc ça commence à évoluer. Des bailleurs mettent en place des pigeonniers contraceptifs, mettent en place des dispositifs pour lutter contre la prolifération. Donc ça commence à rentrer. Sur le rat, l'opinion publique, elle est quand même pas acquise hein, sur le fait qu'il faut le laisser courir partout. Mais dans tous les cas, il y a déjà du travail préalable à faire pour éviter sa présence trop nombreuse, en tout cas en ville. Et sur le frelon asiatique, oui, on est quand même sur une espèce qui aujourd'hui a écouté le sérieux des apiculteurs, clairement en cause une filière, mais au-delà de ça, tout ce qui en découle. Donc il y a beaucoup de villes qui maintenant mettent aussi en place des dispositifs d'aide financière pour que les particuliers qui ne font pas partie des prises en charge sur le domaine public puissent aussi faire l'acquisition de pièges, notamment pour les frelons asiatiques, puisque là, il y a quand même un certain nombre particuliers. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame. Bonjour, merci beaucoup en tous les cas pour d'avoir qu'on ait cette belle session sur le bien-être animal et ce guide. Eddy, j'avais d'abord une question sur le guide. Est-ce qu'on parle aussi de la faune sauvage? Nous, en tous les cas, à Croisy-sur-Seine, nous, on a commencé par la faune sauvage parce qu'on a des enjeux assez importants. Et je voulais voir aussi avec le ministère de l'Agriculture, en ce qui concerne les espèces protégées. En Île-de-France, on a une tension très forte sur les centres de sauvegarde, notamment Faune-Alfort, qui n'arrive plus à répondre à la demande. Donc en théorie, on ne peut pas transporter des espèces protégées sans avoir l'accord. Il faut passer par l'OFB, on ne peut pas les joindre. Donc c'est une situation, et quand il s'agit de hérissons roux, d'écureuils roux ou des hérissons, c'est un petit peu compliqué de dire on va appeler l'OFB, donc on cherche aussi des bénévoles pour les transporter. Est-ce que la réglementation va quand même un peu évoluer sur les espèces protégées, notamment pour le transport parce que c'est vraiment un problème aujourd'hui de joindre les bonnes personnes. Et j'avais aussi une question, je ne sais pas ce que vous faites aussi à Pessac par rapport à ça, sur les labels. Il y a quand même pas mal d'initiatives aussi sur les villes amies des animaux. Est-ce que dans le guide, est-ce qu'on incite peut-être aussi à aller voir dans ce guide pour avoir toutes les informations? Est-ce que, voilà, c'était un peu toutes ces questions qui sont un peu pour vous tous. Sur la question des relations avec l'OSB ou autre réglementation, je laisserai Madame la représentante du ministère te répondre. Sur la question de la faune sauvage, à l'instant T, non. Bientôt, oui. C'est-à-dire qu'il faut qu'on l'aborde aussi à travers les pouvoirs du maire, à travers ce qu'est la réalité de la faune sauvage en ville, comment elle est constatée, qu'est-ce qui est mis en place. Donc il y a un travail qui est complémentaire à celui-ci, qui visait déjà à poser vraiment une base de travail, à ouvrir le débat, et que désormais, à chaque congrès, on puisse avoir ce temps d'échange, faire le bilan des initiatives et en valoriser d'autres qui sont très nombreuses, notamment exprimées dans les différents labels. Alors en Ile-de-France, on a la chance d'avoir le label Ville Amie des Animaux. Je crois qu'il existe aussi en région PACA, ou je ne sais plus comment on appelle, c'est toujours PACA, non ?
région PACA. Vous avez différentes associations ou autres groupements qui remettent des labels. Il y a la Fondation 30 millions d'amis qui récompense des villes de plus de 100 000 habitants. Vous avez L214 qui est aujourd'hui une association qui est beaucoup maintenant sur l'alimentation, plutôt sur tout ce qui est le véganisme, mais qui a porté quand même des exigences fortes. Je veux dire, nous on a la chance d'y être aussi. C'est des engagements qui sont en fait pas inatteignables, mais qui sont des engagements dans la durée. Donc toutes ces collectivités qui répondent et qui sont labellisées, qui sont d'ailleurs de toute tendance politique, c'est plus du tout aujourd'hui porté par des gens qui seraient soit mémères, comme le disait Sylvie, soit hystérisés sur des positions. Et donc c'est pour nous des mines, des ressources évidentes. Et ce qui est produit notamment par le label Ville Amie des Animaux en Ile-de-France, qui est un catalogue qui fait plus de 500-550 pages chaque année au regard des candidatures, c'est évidemment une mine d'informations qu'il faudra qu'on puisse diffuser d'une manière à définir encore, puisque l'AMF est au service des collectivités territoriales, est aussi pluraliste, et on doit créer ce lieu de rencontre et d'échange. Voilà. C'était à... Merci. Alors, bon, je vais faire une réponse assez générale parce que malheureusement, au ministère de l'Agriculture, on gère que les animaux domestiques et la faune sauvage, c'est plutôt l'environnement qui les gère. Donc, je vais vous répondre sur ce que je sais, mais ça sera assez global. Donc, sur les espèces protégées, donc, tout d'abord, il y a une réglementation qui ne dépend pas que du national, mais aussi plus internationale, européenne. Donc voilà, il y a déjà cette première difficulté. Ceci dit, sur les centres de soins notamment, donc la loi du 30 novembre 2021 dont on a parlé a prévu un encadrement aussi spécifique pour ce type de structure. Et donc je sais que le ministère de l'Environnement travaille dessus et réfléchit aussi à faciliter finalement le transport effectivement des animaux qui seraient retrouvés blessés ou autres dans la nature et qui ont besoin de soins et d'être transportés vers des structures en capacité de pouvoir agir pour les soigner. Voilà. Je ne pourrais pas répondre plus en détail, je suis vraiment désolée. Alors moi, j'ai une petite astuce. Voilà, donc nous, on travaille beaucoup avec la LPO. La LPO a un centre de soins à Audange. Et donc, ce que je préconise, donc on peut aller mettre les animaux, on peut les transporter. Effectivement, moi, je fais partie des gens qui sont en capacité à transporter, c'est-à-dire qu'on incite les gens amis des animaux à avoir on a une espèce d'autorisation, on se met comme bénévole, et donc on peut transporter des animaux au centre d'Audange, nuit et jour, puisqu'il y a une espèce de, vous savez, comme avant, quand on a déposé les bébés, voilà, qu'on ne voulait pas laisser au froid, on les mettait, là c'est pareil, il y a un système qui permet de mettre à l'abri l'animal qui a été pris, qui va être soigné le lendemain, ou la nuit si c'est une urgence vitale. Voilà. Donc, et puis on a des relais aussi. On a aussi des vétérinaires relais, c'est-à-dire des vétérinaires qui ont l'habitude de travailler avec des nacs ou avec des animaux un peu moins, on va dire, domestiques. Et donc c'est ça aussi, se mettre avec eux et qui vont les garder et qui après, à la LPO, va venir les chercher. C'est en fait tout ce qu'on fait, on n'invente rien, mais c'est vraiment trouver les bons acteurs, les bons interlocuteurs. Bonjour, Charles Dallarache, je suis adjoint au maire de Saint-Étienne, en charge de tout ce qui est bien-être animal et de tout ce qui est espace naturel. J'ai deux questions et peut-être une partie de réponse par rapport au frelon asiatique, parce que c'est un sujet qu'on traite. Donc les deux questions. La première, c'est est-ce qu'il existe, parce que j'ai raté le début de votre intervention, est-ce qu'il existe au niveau du ministère des mallettes pédagogiques à mettre à disposition des écoles? Parce que je crois beaucoup en la pédagogie, justement, par rapport notamment aux animaux domestiques et toutes les incivilités qu'on connaît. Et je pense que c'est par une formation, une sensibilisation des enfants qu'on peut arriver à faire évoluer les choses et le je m'en foutisme ambiant. Ça, c'est la première question. La deuxième question, on ne parlera pas de nuisibles, mais quand même un peu au niveau des corvidés. Là aussi, j'ai les deux casquettes. J'ai la casquette bien-être animal et de l'autre côté, en même temps, le patrimoine arboré. J'ai l'impression j'ai rencontré pas mal de monde, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de solution. Soit on me demande de tailler les arbres en cure-dent,
qui n'est pas très bon, voire extrêmement mauvais pour les arbres. Donc, est-ce que dans ce guide, vous avez expérimenté d'autres solutions qui vous semblent actives? Et puis enfin, donc, je le disais par rapport au frelon asiatique, nous à la ville de Saint-Étienne, on travaille avec le syndicat d'apiculture. On leur a acheté, je crois, 5000 pièges. On les a diffusés, on a beaucoup de jardins familiaux, vous savez, à Saint-Étienne, et on les a diffusés dans tous nos jardins familiaux, et on en a mis à disposition des habitants qui le souhaitent pour qu'ils le mettent dans leur jardin ou dans les espaces. On fait beaucoup la pédagogie auprès des habitants, on se sert de nos réseaux de communication digitaux, et on traite le sujet de cette manière-là. Alors, ça commence à juguler, et on va essayer de renforcer ça pour que ça prenne encore plus. Voilà, merci beaucoup. Moi, je vais répondre à votre première question. Alors, voilà. Nous, à la ville de Pessac, nous avons effectivement des mallettes pédagogiques, puisque la première des demandes, c'était aller vers les enfants, vers l'enfance, les maternelles, les élémentaires, et travailler avec eux à cette connaissance de l'animal par plein de moyens. Voilà. Et en particulier, nous avons un fonds de livres, des jeux, donc des jeux de société, des livres qui s'adressent aux plus petits comme aux plus grands. Nous avons des livres aussi pour les adultes. Nous avons vraiment des mallettes pédagogiques avec aussi des jumelles, des choses pour observer, des microscopes ou autres, pour vraiment qu'on puisse s'intéresser à l'infiniment petit. Moi, je crois vraiment que parce qu'on va bien traiter les animaux, les laisser à leur place dehors, apprendre à les regarder sans forcément les toucher, admirer cette nature, c'est ce qui va faire que demain, on sera plus attentif. Je l'ai expérimenté dans mes classes. J'avais des enfants extrêmement handicapés dans ma classe de petite section. Nous avons travaillé justement depuis très longtemps, 20 ans, plus de 20 ans, j'ai travaillé à cet éveil par rapport aux animaux, parce qu'à l'école maternelle, on passe par les animaux pour parler de la mort, de la vie, de tous nos malheurs au quotidien. Et j'ai vu à quel point les enfants qui étaient enseignés de cette manière-là étaient à 3 ans capables de faire très attention à leurs camarades qui étaient un peu différents, voire très différents, voire boiteux. Et donc on a vraiment mis le paquet sur l'éducation. Voilà. C'est pas que les vieux, on n'a plus rien à y faire, mais voilà, c'est vraiment les plus jeunes. Voilà. Et du coup, juste pour compléter sur la mallette pédagogique, donc le ministère de l'Agriculture ne met pas directement à disposition une mallette pédagogique, mais nous avons la chaire bien-être animal qui est basée à Lyon, qui travaille en lien avec justement des écoles, qui a, alors il me semble, il y a 2 ans, peut-être, je ne sais plus exactement, qui a travaillé, qui a fait un premier tour d'horizon, on va dire, entre guillemets, pour travailler avec des écoles, des professeurs des écoles volontaires, justement pour travailler sur ces sujets de bien-être animal, et qui travaillent encore dessus. Je crois qu'ils mettent à disposition leur documentation sur leur site internet. Donc c'est des choses qui sont disponibles. Voilà. Et pour les corvidés, je n'ai pas de réponse, je suis désolée. Je voulais juste apporter un témoignage. Je m'appelle Claire Godard, je suis élue dans la commune de Brissac, dans le Maine-et-Loire. Brissac, Loire-Aubance, donc 10 villages qui se sont rassemblés pour former une commune, 12 000 habitants. Et depuis 18 mois, on a tenté de mettre en place la stérilisation des chats errants. Alors c'est un gros travail, mais que je vous encourage à démarrer. On a réussi à trouver une association qui nous épaule. Et ce que je trouve intéressant, moi je suis un petit peu la référente communale en tant qu'élue. Ce que je trouve intéressant, c'est que je m'aperçois, en fait, ce que je n'imaginais pas, au moins à ce point-là, c'est que en fait, les gens se mobilisent beaucoup et les habitants, finalement, sont très contents quand on leur explique que la mairie organise des choses de ce type et du coup très coopérants, même des commerçants qui nous aident à attraper. Et l'idée, c'est un petit peu que nous, on soit un peu catalyseurs de tout ça, mais que les habitants prennent leur part et que ça devienne un projet vraiment collectif. Et du coup, après, tous ces gens qui veulent bien s'impliquer avec nous sont d'accord pour les nourrir, puisque c'était une question. Nous, on a choisi la simplicité par manque de moyens. Ça veut dire que les chats ne sont pas identifiés avec une puce,
mais tous les chats qui sont stérilisés ont un S indélébile dans l'oreille, ce qui diminue un petit peu les coûts. Et on travaille avec un cabinet vétérinaire, en effet, qui nous fait des tarifs préférentiels qui sont facturés à l'association, qui après facture à la mairie, donc les différentes stérilisations. Et sur le sujet du suivi des chats après, on essaie en effet après d'apporter les soins, ça semble logique, hein, si ces chats nous appartiennent en tant que commune, on essaie, quand ils sont repérés malades ou blessés, de pouvoir assurer un suivi. Enfin, moi, ça me semble complètement évident. Voilà, donc démarrer cette action et vous verrez qu'il y aura des beaux résultats, tant au niveau des animaux, bien sûr, et puis au niveau aussi du lien social. Merci. Merci pour ce témoignage très intéressant. Je voulais aussi apporter un complément parce qu'effectivement, vous dites que ça peut coûter moins cher et être plus facile de faire un tatouage. Alors, vous faites un petit S. C'est tout à fait possible de faire un tatouage, une identification par tatouage pour les chats. Et effectivement, c'est beaucoup mieux, entre guillemets, dans le sens où le chat est plus facile à repérer. On ne le recapture pas une deuxième fois, ça fait du stress, etc. Mais il est du coup quand même identifié. Et voilà, tout est fait. Voilà. Un grand merci à vous pour votre présence, vos engagements au niveau des territoires dont vous avez la charge. Et puis j'espère qu'on se retrouvera très vite pour poursuivre ces échanges et ce travail sur le bien-être animal. Merci à vous tous.